Salut à tous et bienvenue sur votre rendez-vous lors du jeudi sur Iggy TV. Donc là, on va continuer dans notre aventure Warhammer 40 000 parce que j'ai un petit sujet que je veux aborder avant que la V10 arrive. Donc on va en discuter ensemble. N'oubliez pas que vous avez l'espace commentaires. Alors je lis tous les commentaires, ça c'est certain. J'ai pas forcément le temps de répondre à tous, surtout à cette époque avec la V10, vous êtes très chargé. Mais malgré tout, n'hésitez pas, il y a le Iggy Comeback, ça c'est le live que je fais les mardis soirs, alors pas tous les mardis soirs, mais il faut regarder le programme. Le programme, vous le trouvez et sur Facebook et sur YouTube, et comme ça, je vous mets le moment où il y aura le Iggy Comeback, et souvent je reviens sur des éléments lore, des éléments fluff, et qui sont issus des commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter. Bon après, je pense que vous commencez à avoir l'habitude, mais je le rabâche quand même. Vous avez la possibilité aussi, en étant sur Tipeee, en me soutenant sur Tipeee, et de faire vivre la chaîne. Déjà ça c'est super cool. Et aussi d'avoir toutes les vidéos lore en avance et sans pub et en mode podcast. Alors cette vidéo elle arrive à un moment précis, on est avant Warhammer 40 000 V10, c'est-à-dire qu'on a eu pas mal d'informations, on est arrivé à la fin de Ark of Omen. Alors oui, je pars du principe que vous avez déjà visualisé toutes les vidéos que j'ai pu faire sur Ark of Omen, donc celle qui se termine avec le lion, qui est l'étape un petit peu finale de cet arc narratif. Alors quand je dis finale, j'aurais même l'impression qu'on est plus sur en fait le buffet, qu'on a dans le plat principal. On a communiqué pas mal de choses, mais on peut pas dire finale étant donné qu'en fait c'est juste une ouverture. Est-ce que... Non mais de toute façon on va considérer, on va partir du principe que vous avez vu Ark of Omen. Si ce n'est pas le cas, je vous remets le lien vers toute la série, vous avez une playlist dédiée, allez la voir, et venez pas vous plaindre en étant spoilé, parce que faut bien avancer un petit peu les choses. Donc prenez-les dans l'ordre, ça ira beaucoup mieux. Donc à la fin de Ark of Omen, il y a eu un truc de fou. Donc il y a eu Caliban qui a été ressuscité, enfin ressuscité c'est pas vraiment le mot, qui a été zombifié, on va dire, par Vashtor, et qui du coup maintenant s'appelle Armoise, pour la version française en tout cas. Et à partir de ce point-là, eh bien, on se dit waouh, c'est ouf. Donc Vashtor n'est pas encore un dieu, d'accord? Il a juste maintenant trouvé la clé, il faut trouver maintenant la serrure. Alors, souvent, chez Games Workshop, il y a ce système-là, ce système à rallonge ou à tiroir. Je le cite beaucoup sur l'hérésie d'Horus, où quand tu commences à lire l'hérésie d'Horus, tu dis « Ah, on va avoir toutes les informations ». Et en fait, à chaque fois, ça en rajoute, ça en rajoute, ça en rajoute. Et ça me fait toujours penser à cette image mathématique que quand on rajoute la moitié de ce qui manque, eh bien, au final, on n'arrive jamais au bout. Et là, c'est un peu le système. C'est, voilà, on vous dit qu'il a trouvé la clé, enfin, donc la clé, ça va lui permettre de faire son ascension divine, ça va permettre à Abaddon de gagner, hein, de triompher, et non, en fait, parce que c'est qu'une clé, et cette clé, il faut qu'elle trouve une serrure, mais vous inquiétez pas, la serrure, elle va la trouver toute seule, et cette serrure, elle va ouvrir la porte vers l'arme suprême, donc, etc., etc. Au final, on n'est pas beaucoup plus avancé, même si je trouve ça génial, parce qu'il s'est quand même passé des choses, surtout vis-à-vis des Dark Angels, hein. Je pense que si vous êtes alors, quoi que je suis en train de me dire, si vous êtes un fervent défenseur des Dark Angels, peut-être que vous êtes traditionnaliste. D'ailleurs, tiens, c'est marrant ça, mais je pense qu'en fait, autant sur le terme de lore, eh bien, il y a vraiment cette question, à savoir que vont devenir les Dark Angels, maintenant que le lion est revenu et que les déchus ont été absous, eh bien, qu'est-ce qui va se passer en fait? Est-ce que les Dark Angels vont tous l'accepter ou pas? Ça, on ne le sait pas, on le découvrira sans doute bientôt. Mais ce qui se passe aussi, c'est que c'est la même chose pour vous, les joueurs, parce que dans le camp des joueurs, il y a ceux, alors surtout dans ceux qui aiment le lore, hein, évidemment, si vous êtes que sur les règles, c'est moins intéressant. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le lore. Et bien dans le lore, je pense qu'on va avoir deux camps. On va avoir ceux qui aiment les Dark Angels assez traditionnels, c'est-à-dire la traque des déchus, le côté sombre, et il y a ceux qui vont trouver plaisir avec le retour du lion, le fait que le lion ait l'air, alors c'est vraiment l'image que ça m'a donné, mais après c'est peut-être une interprétation complètement personnelle, c'est sur le côté un peu sympatoche, tonton le lion, comme je l'appelle, parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment paternel peut-être avec les déchus, il prend soin d'eux en fait, il a à cœur que ses enfants génétiques soient acceptés, en fait, ça les déchus, soient acceptés par ses autres enfants génétiques, hein. En fait, c'est assez commun, en fait, maintenant, à notre époque, hein. Alors, on va les beaux enfants avec les autres enfants, enfin, il y a un peu ce système-là, peut-être que même c'est un parallèle hein, qu'ils ont cherché à faire, mais en tout cas, c'est vrai que c'est cette image-là, moi, qui m'a marqué et qui m'a touché, en fait, sur le lion, où le lion, j'avoue qu'avant ce passage sur Ark of Omen,
c'est pas le personnage qui m'intéressait le plus, hein, le côté un peu taciturne, froid, bon, calculateur, etc. C'était pas ce qui, moi, me vendait un peu du rêve. Là, le côté, il revient, il est un petit peu plus vieux, il a le côté un petit peu paternaliste, vous voyez, un petit peu le tonton lion. Je trouve que c'est sympathique, ça nous rapproche en fait le personnage, et puis moi, ça me donne envie de suivre un petit peu plus ses aventures, et ça me donne aussi envie de suivre l'aventure des Dark Angel dans leur globalité. Alors, j'ai envie de savoir plein de choses, j'ai envie de savoir, est-ce que Belial, il va se passer quelque chose avec lui, parce que Belial, vous savez, il a été pas tué, mais enfin, c'est ça le problème, c'est que il s'est fait un petit peu dégommer. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer, il est entre la vie et la mort. Alors, je me pose la question, est-ce que vraiment c'est peut-être une piste narrative pour faire un Belial dans un Dreadnought? Ça, ce serait quand même assez classe, hein, franchement, un Rédempteur Belial, avec toutes les belles iconographies. Honnêtement, je pense que ça pourrait être une figurine assez exceptionnelle. Est-ce que au final, on va juste rien dire, on va juste dire que, eh bien, pour qu'il survive, il a passé le Rubicon Primaris. Bon, à chaque fois, en même temps, cette notion de la seule façon qu'il survive, c'est de passer le Rubicon Primaris, je trouve que c'est alors, pardonnez-moi, débile. Parce que, en fait, un Primaris, en pleine possession de ses moyens, le fait de tenter... Enfin, pardon. Ah oh là là, un Trueborn, Firstborn. C'est-à-dire ceux qui sont les premiers Space Marines, ceux qui sont à l'ancienne. Un Space Marine, c'est en fait, mais c'est là où Games est fort, parce que j'ai même dit Primaris en voulant dire Space Marine. Comme quoi, hein, on se fait le martelage, ça marche. Hein. Donc, un Space Marine, classique, avec un seul point de vie à l'époque, eh bien, avant de passer le Rubicon Primaris, même s'il est en pleine possession de ses moyens, il y a un taux de perte assez élevé. C'est-à-dire que le fait de se transformer en Primaris, c'est risqué et on peut mourir. Alors, je repense à quel est le dernier justement c'est Azrael, je crois justement. Azrael qui a passé le Rubicon Primaris, qui est mort 2 fois pendant qu'il passait le Rubicon Primaris, mais voilà, qui a été sauvé, etc. Et en fait, il y a cette notion de, vous voyez, même quand il est en pleine forme, il meurt 2 fois. Donc quelqu'un qui est en train de mourir, qu'on l'opère, et sur une opération qui est aussi difficile, que ça le fasse survivre, je pense que c'est un petit peu débile. Mais bon, ça reste que mon avis personnel. Donc, sur ce côté-là, passons, on revient à ce que je voulais vous dire. Je pense que maintenant, il y aura 2 camps dans les joueurs Dark Angel, ou dans ceux qui aiment le lore, ceux qui aiment les Dark Angel un peu traditionnels, et les Dark Angel maintenant guidés par le lion. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment... Moi, j'aime quand ça évolue, hein, vous le savez, vous me suivez depuis longtemps. Moi, j'aime quand l'histoire, elle avance. Et je suis vraiment curieux de savoir ce qui va se passer avec les Dark Angel. Est-ce que, justement, Azrael ou Asmodei, est-ce qu'ils vont accepter le retour des déchus? Parce que Papa le lion l'a dit, donc si papa a dit, papa, il faut obéir à papa. Ou alors, est-ce qu'au contraire, ils vont continuer en fait leurs secrets? Est-ce qu'ils ont la capacité de continuer des secrets? Honnêtement, je ne pense pas. Parce que vous avez les veilleurs. Les veilleurs, vous savez, c'est les petites créatures un petit peu encapuchonnées qui suivent un petit peu les Dark Angel partout où ils sont. Et en fait, ces créatures-là, ce sont les yeux du lion. C'est-à-dire qu'elles surveillent tout ce qui se passe. On ne peut pas leur cacher des choses. Et donc, le cercle intérieur, honnêtement, c'est certain pour moi que le lion connaît l'existence du cercle intérieur. Le cercle intérieur, vous savez, c'est vraiment le cœur de la traque des déchus. Voilà, je me pose vraiment la question. Après, une chose que je remets là aussi, c'est que pour la plupart des Dark Angel, on ne connaît pas l'existence des déchus. C'est vrai que pour nous, on est là, les Dark Angel traquent les déchus, c'est le grand secret de leur chapitre. Mais ce qui est très fort, c'est que c'est un secret pour, allez, je n'ai pas de proportion, mais 80% des membres du chapitre. 80% des membres des Dark Angel ne connaissent pas l'existence des déchus. Donc le fait que le lion revienne, et que le lion revienne avec eh bien, ses frères de bataille en armure noire, bah écoute, très bien, les Dark Angel, ils vont accepter ça, mais avec grand plaisir, la majeure partie de Dark Angel. Après, ceux qui font partie des différents cercles et qui connaissent l'existence des déchus, eux, ça va être plus compliqué. Donc vraiment, je ne sais pas, et je suis vraiment pressé de le savoir. Donc voilà, je referme la parenthèse sur les Dark Angel, mais c'est quand même un gros élément de lore, hein. Donc pour moi, j'ai vraiment des attentes sur la V10 pour savoir les Dark Angel, et je pense que ça viendra avec leur codex. J'espère que ça viendra avec leur codex, mais c'est justement un peu le sens aussi de cette vidéo. J'espère qu'on va avoir des informations. Voilà, donc sur la fin de Ark of Omen, donc on a Vashtor qui crée une ouverture dans la toile où il fait passer
sa planète, Armoise, la Black Legion et puis Abaddon s'engouffrent en fait dans la toile. Donc on imagine qu'ils vont faire un petit peu le bazar, on imagine bien sûr que les Eldari vont pas laisser faire, que les Harlequins ne vont pas laisser faire. On se pose encore la question de savoir pourquoi ils ne sont pas intervenus, pourquoi ils ont permis, ou en tout cas on n'a vu aucune action concrète de leur part. Alors peut-être que simplement on a vu ce qui se passait du côté de l'Imperium, mais là concrètement on ne voit vraiment pas où ils auraient pu intervenir, ou en tout cas s'ils l'ont fait, ils sont bien craqués parce que ça a servi à rien et on ne sait pas ce qu'ils ont cherché à faire ni où ils sont. Donc c'est là où je veux en venir, c'est que cette fin de V9, elle a apporté quelques informations mais aucune réponse techniquement. Toutes les questions qu'on a pu se poser, et surtout au début de la V9, là vous êtes beaucoup à me l'avoir redit, les Nécrons qui étaient la menace pesante, on n'en a pas entendu parler. Si, il y a le codex qui est sorti, ok. Dans le codex, moi, je crois que je vous l'avais dit, mais direct, j'ai été voir les relations qu'il pouvait y avoir entre le roi silencieux et Zarek, seigneur des tempêtes. J'ai été voir, on nous dit, oui, ils se tolèrent plus ou moins l'un l'autre. Ok, ils se tolèrent l'un l'autre, bon ok, il est cool le roi silencieux en fait. Et par contre, le roi silencieux, il revient. Pourquoi? Peut-être à cause de la menace des tyrannides qu'il a vu loin, qui reviennent, peut-être. Alors peut-être que, on va attendre, mais ça ne fait que 3 ans qu'on attend qu'il se passe quelque chose. Que 3 ans, c'est long. C'est long, non, honnêtement c'est long. C'est long. Donc, mais après, bien sûr, peut-être que, là je repense toujours à ce que je vous dis, l'exemple qui m'a marqué, mais qui me marquera toujours, c'est dans Star Wars, quand vous dites, quoi, l'étoile noire, elle se fait casser juste par une torpille, mais comment est-ce possible? Et après, 20 ans, 25 ans après, on vous dit, non mais en fait c'est fait exprès, regarde, il y avait un plan dans tout ça. Ah ok, génial, et là tu fais, ok. Mais bon, il faut attendre 25 ans. Là ça fait que 3 ans, donc bon après, est-ce qu'on sera encore là dans 25 ans pour voir la suite? Je ne sais pas. Là vos petits-enfants peut-être, eux, verront la suite et sauront ce qui se passe un peu de tout ça avec le retour du roi silencieux. Mais en tout cas, moi j'ai envie que ça avance plus vite. Pourquoi? Parce que j'ai envie de le vivre, tout simplement. C'est aussi bête que ça en fait, c'est que j'ai envie de vivre les choses. Et 3 ans honnêtement pour qu'une histoire avance, c'est super long, surtout si on n'a aucune information. Alors honnêtement, je pense et j'espère que dorénavant, Games Workshop, je pense qu'ils ont conscience du poids du lore, de l'impact que ça peut avoir et des ventes que ça peut générer, parce qu'on se rappelle que c'est une entreprise, leur but c'est de faire des ventes, on est d'accord. Je pense qu'ils peuvent voir à quel point les livres de campagne, ça peut susciter l'intérêt, même si ce n'est pas forcément que pour les règles. Honnêtement, de Ark of Omen, si vous mettez de côté alors le côté assaut, voilà, je ne sais même plus comment il s'appelle le mode de jeu assaut de vaisseaux spatiaux, on achète ça surtout, je pense, et même je pense que les gens qui ont acheté le livre, alors ceux qui ont réussi à l'avoir, on est d'accord, je pense qu'ils l'ont fait plus pour le lore que pour les règles qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est pas des règles qui sont très impactantes sur Warhammer 40 000, ça fait un autre mode de jeu certes, mais on était en fin de version, c'était juste une façon de prolonger les choses. En plus, on n'était pas du tout certain à l'époque, quand on achetait ces livres, que ces règles seront encore viables avec la V10 de Warhammer 40 000. Donc si on l'achetait, c'était vraiment genre juste pour jouer 6 mois à un autre mode de jeu que ce que proposait la V9, ou alors parce qu'on aimait le lore. Donc je pense vraiment, ça reste encore une fois que mon opinion, mais que c'était parce qu'on aime le lore. Donc j'espère que Games Workshop, ils savent, et c'est pour ça qu'ils ont sorti ça, ils ont sorti des livres de campagne, et ça me rappelle vraiment ce qu'il y avait à l'époque de Koyon et Monka pour les taux. C'était vraiment des magnifiques ouvrages avec beaucoup de lore. Très peu de règles, je crois. Si, il y avait quand même des règles, il y avait des missions. Peut-être ce que je peux reprocher là au dernier supplément de campagne Ark of Omen, c'est qu'il y aurait pu y avoir des missions qui soient très spécifiques, comme Gathering Storm. Gathering Storm, pour moi, ça reste vraiment la plus belle chose qu'ils ont faite parce qu'on avait du lore qui avance vraiment, je vais dire pesamment, mais c'est pas le mot, parce que c'est pesamment, ça fait un peu négatif, alors que c'est plutôt ultra badass. Il se passe des choses et on avait des missions qui retraçaient certains éléments. Je me rappelle à un moment donné, par exemple, Roboute Gliman cherche à revenir sur Terra et à ce moment-là, il se fait capturer à un moment donné par Magnus. Ses armées sont emprisonnées. Bon, c'est un passage spécifiquement qui ne tient pas trop la route, mais en termes de jeu, du coup, ça mettait une mission. Il y avait une mission spécifique où il fallait qu'on s'échappe du vaisseau de Magnus, etc. Enfin, tout ça, c'était vraiment très pertinent et on pouvait vivre vraiment le jeu de façon narrative. Parce que là, à l'heure actuelle, quand on vous dit « vous faites du Warhammer 40 000 narratif », ça veut juste dire « invente ta propre histoire et débrouille-toi avec ton pote ».
moi, ce que j'aimais et ce qui m'a marqué, c'est pour ça que j'en parle souvent, c'est pour ça que ça fait 6 ans maintenant, 6 ans après, j'en ai encore une image si brillante, c'est parce qu'on avait des missions qui étaient très spécifiquement narratives et qui donnaient, alors évidemment c'était compliqué, hein. Moi je me rappelle en fait c'était une mission où il fallait, à l'époque je crois que ça s'appelait encore des Eldar, donc des Eldar noirs, Inid, etc., enfin l'avatar d'Inid. C'était un petit peu compliqué, c'était un peu compliqué d'avoir en fait les éléments pour le faire, mais ça pouvait vraiment donner un sens à la collection qu'on pouvait avoir, et moi j'avais ce sens-là en plus. Alors en termes d'associatif, c'était parfait parce que je me rappelle que je cherchais dans tout mon entourage, dans l'association, hey, qui a cette armée-là et toi tu veux, hey, on se met d'accord, etc. Et j'ai vécu vraiment quelque chose. D'ailleurs, c'est les premières vidéos que vous trouvez sur la chaîne si vous faites de l'archéologie sur la chaîne. La chaîne elle a 6 ans, hein, donc c'est pas, vous voyez, c'est pas rien hein, malgré tout. En fait, là, j'en prends pleinement conscience, tellement ça m'a marqué que c'est ce qui a lancé en fait la chaîne. Vous voyez, donc c'est dire si j'ai trouvé ça incroyable. Et j'ai dû faire la moitié à peu près des missions, ou un peu plus, je crois que je suis arrivé aux 2/3 des missions parce que je me rappelle que je n'ai pas fait la fin, parce que la fin, il y a aussi ça, enfin c'était problématique, c'est parce que pourquoi à la limite se monter un tout petit peu une figurine si on ne sait pas ce qu'elle va devenir dans un mois, parce que dans un mois on va changer de version, on va passer en V8, et surtout que le passage entre la V7 et la V8 était assez marqué en fait, assez un petit peu le saut dans l'inconnu, donc voilà. Mais malgré tout, si on peut nous faire ça maintenant, actuellement, si c'est la volonté de Games Workshop, je trouverais ça formidable parce que ça donnerait en fait de l'eau au moulin de ceux qui aiment le côté narratif, mais vraiment pas juste je fais une partie avec mes potes et on raconte une histoire parce qu'on a inventé une histoire. Mais en général, quand on aime Warhammer 40 000, c'est pour le lore qui existe déjà. C'est pas j'ai pris un système, j'ai fait l'histoire qui me plaisait et j'utilise ce système mécanique, ce monde générique, on va dire, enfin pas générique, mais ce monde plus ou moins préconstruit, et puis je viens créer des histoires dessus. Je pense que ce qu'on aime un peu dans Warhammer 40 000, en tout cas moi je me retrouve là-dedans, c'est j'ai pas envie de créer mes histoires dans le monde de Warhammer 40 000, mais j'ai envie de revivre des passages de cette histoire-là. Vous voyez, c'est assez différent. Je pense que voilà, chacun trouve sa place. Il y a les joueurs qui veulent juste jouer, c'est des joueurs, il y a ceux qui sont des joueurs plus narratifs et je pense qu'il y a une bonne partie, mettez-le-moi en commentaire qu'on est... Tiens d'ailleurs je vais tester un sondage, si je pense je vais tester un sondage, donc les sondages vous êtes dans la description de la vidéo et puis vous répondez, voilà, donc le sondage c'est toujours compliqué parce que je ne peux pas mettre beaucoup de caractères, c'est assez limité, donc voilà, l'idée ça va être, est-ce que vous êtes un joueur narratif intéressé par créer vos propres histoires indépendamment de ce que peut faire Games Workshop, ou alors plutôt intéressé pour revivre les histoires qu'ont créé Games Workshop, et même si c'est pas vous qui a été l'origine en fait de l'histoire. Là je suis en train de me dire que j'ai dû faire une intro de 20 minutes pour en arriver au sujet de la vidéo, mais le sujet des vidéos, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est la suite qu'on va donner au lore de Warhammer 40 000 avec la V10. Alors, j'espère et je croise les doigts pour que ce soit des bouquins du type Gathering Storm ou du type Ark of Omen, mais avec des missions plus impliquées. Parce que là, ces missions-là, c'était fait pour vous vendre les boîtes de Kill Team, les décors, pour pouvoir jouer en intérieur de vaisseaux spatiaux, voilà. Moi, je voudrais que ce soit juste du contenu narratif qui, alors si peut-être ça vous oblige à acheter une figurine, par exemple Farsight, la figurine sort, eh bien on vous dit oui, vous pouvez faire les missions avec Farsight, donc du coup ouais, vous allez avoir envie d'acheter la figurine de Farsight, mais c'est cohérent, ça plaît, ou alors ah c'est le lion qui revient, donc le lion, bah voilà, il faut la figurine du lion. Moi ça me va, ça je valide ça, d'accord. Le fait qu'il faille acheter des figurines spécifiques pour une mission donnée, mais étant donné que c'est leur histoire, je trouve ça cohérent. Vous voyez par exemple, là je repense à Cypher, Cypher c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Si on pond toute une série où Cypher a un rôle vraiment clé à jouer et où bah, il faut se procurer la figurine de Cypher, j'en ai une vieille, mais si on a une nouvelle, c'est clair, j'achète la nouvelle et puis voilà, j'essaie de voir comment je peux jouer ça. Et j'espère qu'on va aller vers ça, c'est-à-dire un contenu des livres, de campagne, si on veut. C'est pas obligé d'être vraiment quelque chose de très... C'est juste des missions qui se suivent. Ah mec, tu seras dans ma prochaine vidéo l'heure. Bon, forcément, je sais plus que j'en étais, mais tout ça pour dire que moi, ce que je souhaite vraiment et ce que j'aimerais pour la suite du lore de Warhammer 40 000, c'est qu'on ait ces bouquins de campagne, des bouquins de campagne qui soient impliquants et où on ait envie de s'investir dedans. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que sur toute la V9, en fait, tous les codex, honnêtement, moi j'ai toujours été un peu déçu parce que je trouvais que le lore n'avançait pas. Et je pense que la politique maintenant de Games Workshop, c'est de faire en sorte que le lore n'avance pas dans les codex. Le codex, c'est pour la personne qui démarre, pour la personne qui veut jouer, on met très peu de choses, ou alors, enfin bon,
En fait, non, je ne veux pas dire qu'on met très peu de choses, parce que c'est pas vrai. En fait, on met pas mal de choses, mais pas mal de choses qui sont la structure, le squelette en fait d'une faction. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer les custodes qui y sont, les taux d'où ils viennent, les systèmes avec les éthérés, Farsight il est parti, voilà, des choses comme ça, des choses très basiques. Enfin, pas tant que ça en fait. En fait, le problème il est là aussi, c'est qu'il faut bien penser qu'il y a qu'il y a plusieurs types de personnes et il faut que le codex il réponde à je débute et je veux avoir de l'information, je la trouve dans le codex. Voilà. Vous avez la structure actuelle et qui, à mon avis, va perdurer assez longtemps. C'est que vous avez le bouquin de l'édition en cours, le bouquin de la V9 par exemple, dans lequel le lore ça avance pas des masses, c'est-à-dire qu'on fait juste une sorte de visu rapide de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, mais encore on rentre pas dans les détails, et hormis choses vraiment très marquées ou marquantes, on va pas en parler. Donc si s'est passé quelque chose, on va pas en parler. À côté de ça, vous avez le codex, où là on rentre en détail un petit peu sur tout le mode de fonctionnement, parce que en général dans le livre de base, vous avez 4 pages je crois, 2 ou 4 pages pour expliquer une faction. Donc en 2 ou 4 pages, expliquer une faction, vous avez vraiment les grandes lignes. Les orques, ils aiment se battre, ils ont de la technologie native, plus ils sont nombreux, plus ils sont forts, plus ils se battent, plus ils sont forts, ils aiment la guerre, ils aiment la franche rigolade. Voilà, donc vous avez cette photo. Et puis après, dans le codex, ben voilà, on va vous parler de qui est, je sais pas, Ghazghkull Traka, qui sont les Bad Moons, et ainsi de suite. Mais quand on connaît un peu toutes ces histoires-là et qu'on a envie d'avoir plus de choses, c'est pas là qu'on va les trouver. Donc deux solutions, soit c'est les romans. Les romans, je trouve que c'est un petit peu compliqué parce qu'un roman, il y a quand même beaucoup de pages à lire. Et moi, j'ai du mal à lire un roman. En général, j'en lis, allez, deux par an, quelque chose comme ça, alors que un bouquin où il y a 30-40 pages de lore, avec des illustrations en plus, ouais, j'ai besoin d'images, ça se lit quand même beaucoup plus vite, hein. Là, je repense aussi à la BD, aux comics avec Marnus Calgar. Ça se lit vraiment très vite, hein, des images forcément. Bon, voilà. Après, est-ce que c'est ce que je préfère? Non, je pense que le format que je préfère, c'est vraiment le format actuel qu'on va trouver dans les livres type Ark of Omen. Là, ce que j'en sais à l'heure actuelle, mais je peux vous en parler parce que... Alors, faut voyager dans le temps, hein. Quand on est youtubeur, on a des dates à respecter, c'est ouf. Entre le moment où on tourne la vidéo, le moment où la chose va sortir, le moment où on a le droit d'en parler, et donc du coup que la vidéo, c'est un peu compliqué. Bon, peu importe. Là, en tout cas, ce qui est certain et qu'on sait qui a été dit, c'est que le livre de Léviathan, donc de la V10, est un livre spécifique parce qu'il compile le livre de la V10 plus le bouquin de campagne Léviathan, qui sortira plus tard séparément, mais en tout cas, tout le lore qu'on va avoir dedans, et ce lore, vous le retrouverez la semaine prochaine sur la chaîne, voire un petit peu plus tôt si vous me suivez sur Tipeee. Vous allez vraiment avoir une grosse vidéo. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire en fait une seule vidéo pour les gens qui sont sur Tipeee, donc ce sera une vidéo qui va durer un petit peu moins de 3 heures, mais il y a quand même, voilà, je me fais plaisir. Et puis après, sinon, bah, comme d'habitude, tous les jeudis, à un rythme d'une semaine, voilà, comme ça vous allez avoir la suite. Il y aura 3 parties pour cette campagne de Léviathan. Je n'en parle pas plus pour l'instant, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, le lore avance, ok? Et ça correspond au schéma qu'on nous a proposé déjà depuis pas mal de temps. Donc, vous avez le livre de base. On apprend grosso modo qui sont les orques, qu'est-ce que c'est. On a ensuite le codex, où on rentre dans le détail, on a les personnages, on a les différentes factions. Et après, si on veut de l'histoire qui avance et qui est à jour, eh bien, vous avez les bouquins de campagne. Alors, comme je vous l'avais dit sur Ark of Omen, le bouquin numéro 4 sur Farsight, je trouve qu'il avait limite pas sa place. Alors, c'est cool parce qu'on a eu quelque chose sur Farsight, on a eu quelque chose un petit peu sur les orques aussi, mais sur Nazdraeg, mais c'était très restreint. J'aurais vraiment préféré que ce livre soit enlevé, qu'on n'ait que 4 parties, qui soient vraiment centrées sur l'histoire de Ark of Omen, parce que vraiment le livre 4, Abaddon n'est pas là, Vashtor, regarde ça de loin, on récupère un fragment clé hyper important, mais ça n'a aucun rapport avec Farsight, aucun, alors que j'avais tellement espéré que ce soit un rapport. Honnêtement, ils sont passés tellement à côté d'un truc de fou, enfin... Vous vous rappelez ma théorie si vous avez vu la vidéo? Moi je me suis dit, peut-être qu'à un moment donné, Vashtor il a influencé la caste de la Terre pour que sur Farsight, elle lui crée une IA très particulière, supernova, et que ce soit justement ça le fragment clé, et que Vashtor ait créé lui-même une sorte de fragment clé à venir récupérer.
ça aurait été un petit peu sympa et ça aurait donné en fait un sens au taux dans cet arc narratif. Là, à mon avis, il n'y en a aucun, si ce n'est de dire hey, les joueurs taux, on pense à vous, regardez, on vous a apporté un petit peu de lore. Alors le lore est sympa, moi ça m'a fait plaisir, hein, Farsight c'est un personnage que j'aime. Si on est un joueur orc, ou si on aime le fluff orc, le côté Nazrek et tout, c'était très petit, c'était encore un personnage secondaire d'une histoire secondaire dans une trame secondaire. Donc on reste un petit peu quand même malgré tout sur sa fin, alors que si on avait vraiment fait la guerre des Daka, on gère la guerre des Daka, c'est quelque chose qui est présent dans le fleuve depuis très longtemps. La guerre des Daka, c'est une guerre qui oppose les taux aux orques, et où les orques en fait veulent lutter contre les taux en mode tir, parce qu'ils savent qu'au corps à corps, c'est pas drôle. On arrive, le taux, on lui donne une petite tape dans le dos, il tombe. C'est pas intéressant, alors qu'au contraire, les taux, ils ont des gros flingues de la mort, donc si on les bastonne avec leurs flingues ou alors avec des flingues encore plus forts, là, il y a du... C'est ça qu'on aime bien chez les orques, hein, ils se battent avec style et pour le style, ça fait plaisir. Et là, le problème, c'est que notre Arc of Omen, ça n'a pas sa place, donc j'aurais vraiment aimé un livre séparé qui sorte à un autre moment, et où on est juste un livre de campagne avec, allez, 4-5 missions qui soient typiquement des engagements clés qu'on a eu dans ce bouquin-là. Et puis voilà, et puis pas besoin. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont besoin de justifier ça en disant hey, c'est dans Arc of Omen, c'est dans le gros arc narratif. Ouais, on s'en fiche, honnêtement, moi je vais être client. Ou alors c'est quoi l'idée? C'est de vendre ça aux joueurs qui sont plus intéressés que par l'Imperium et qui n'auraient pas acheté ça si c'était que des orques et des taux. Mais bon, il en faut pour tout le monde, les gars, aussi. Enfin, je sais pas. Alors après, je me dis peut-être que je suis ultra naïf et que je ne me rends pas compte que 95% des joueurs ne sont intéressés que par l'Imperium, même au niveau du lore, et que le livre ou le travail que ça demande de faire un livre de campagne que sur les taux et les orques, eh bien, c'est pour que 2% de la population, et donc du coup, ça vaut pas le coup, c'est pas rentable. C'est triste, c'est triste. Mais bon... Moi, c'est ce que j'aimerais, c'est ce que je souhaiterais. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le début de la V10, on sait que c'est les tyrannides. Ok, là, je réfléchis encore en mode... Qu'est-ce que je dois dire on sait que c'est avec les tyrannides, donc, a priori, peu de chances qu'il y ait une interaction avec la fin de Arc of Omen. Donc, où est-ce qu'on va trouver cette fin ou ce milieu? On ne sait pas encore hein, où on en est. En fait, Vashtor, peut-être que c'est un personnage qui, pendant encore 15 ans, va chercher la serrure et que pendant 15 ans on aura, oui, Vashtor a ouvert une faille dans la toile des Eldar et il est en train de chercher la bibliothèque interdite peut-être. Alors je sais pas si c'est la bibliothèque interdite, on peut l'imaginer quand même. Il cherche la bibliothèque interdite, on va partir sur ce postulat. Va-t-il la trouver? Que vont faire les Eldar pour l'empêcher? Et que ça soit étalé. Et je trouve ça dommage parce qu'à chaque fois on nous vend de la hype. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, derrière, il y a Léviathan, avec des nouvelles implications, mais plus du tout ça. Et en fait, c'est dommage. C'est dommage pour les gens comme moi qui veulent vivre les choses, parce qu'on nous vend des choses incroyables, et derrière, en fait, bah, on va nous revendre un autre truc incroyable, mais sans jamais terminer quoi que ce soit. Et honnêtement, je comprends la démarche commerciale. Après, je pense que... j'allais dire pour respecter les gens qui aiment le lore, ça serait bien de donner une fin à l'histoire et pas de faire que des portes ouvertes. Mais bon, voilà. Donc à voir. En tout cas, je veux être positif. Je veux espérer que ça avance et je veux espérer qu'en tout cas, Games ait fait quelques tests. Vous voyez, à la fin de la V9, enfin, à la fin de la V9, mais sur les 2 dernières années, on a eu beaucoup de bouquins de campagne, un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, sauf que c'était un petit peu fouillis, les histoires dedans, c'est pas grand-chose. Je pense qu'il y a quand même potentiel de faire avancer un peu plus les choses. On l'a vu, je pense aussi que ça va s'accélérer avec la sortie d'autres Primarques. On a d'autres rumeurs sur d'autres Primarques qui devraient ressortir. Voilà, bon, ceux qui n'aiment pas ce côté les Primarques reviennent, bah, à mon avis, vous êtes mal barrés, parce que là, c'est clair, hein, on va en avoir beaucoup. Après, ça pose quand même plein de questions, et en fait, moi, je trouve ça intéressant, parce que de quelque chose de figé, on peut arriver à une situation où on se pose plein de questions. Et se poser des questions, c'est avoir de l'intérêt, et avoir de l'intérêt, au final, pour Games Workshop, c'est acheter ces publications, c'est regarder les vidéos lore sur IGTV, donc ça, c'est beau pour moi aussi, mais ça va créer des choses. Et là, typiquement, la chose que je me demande aussi, premièrement, c'est comment Guilliman va accepter, il n'a pas vraiment le choix, hein, mais quelles sont les interactions qu'il va y avoir entre le lion et Guilliman?
comment ça va se passer. Certains me disent, alors oui, on se profile vers le côté, Guilliman, c'est le seigneur régent, après il faut un seigneur, alors comment il s'appelait, je sais plus, mais le seigneur protecteur, ce serait le lion, lui il est là plus pour combattre, aller au front, alors que Guilliman lui va plus gérer les choses en arrière-plan. On a Dante des Blood Angels qui serait un peu l'équivalent de Sanguinus avec l'Imperium Secondus, donc on retrouve ce triumvirat. Pourquoi pas, on va voir les choses, mais en tout cas c'est vraiment intéressant. Après aussi, que vont faire les Eldari maintenant que Abaddon est dans la toile et qui se promène avec toute sa flotte, hein, avec le Vengeful Spirit et toute sa flotte, plus Vashtor qui arrive avec Armoise. Honnêtement, c'est des choses, j'ai envie de voir la suite. Maintenant, combien de temps on va attendre la suite? Bah ça, je ne le sais pas. Toi qui travailles chez Games Workshop et qui rigole dans ta barbe, tu le sais, moi je ne le sais pas. Mais en tout cas, j'attends. Et j'espère qu'on ne va pas nous faire attendre trop longtemps. Honnêtement, j'ai pas envie que ce soit comme avec les Nécrons. Et j'ai même envie qu'il y ait une suite pour les Nécrons. Là, tout ce qui a été mis sur les Nécrons, le Roi Silencieux, etc., je pense qu'il faut, bon après vous me direz c'est pas moi qui décide, mais je pense qu'il faut quand même donner la suite pour ne pas trop décevoir en fait les gens, parce que si le début de la V9 voilà, je me perds. Le début de la V9 c'est les Nécrons, le Roi Silencieux, V10 c'est Léviathan, V11 c'est, je sais pas, le Dieu des taux, n'importe quoi, les Eldar, Inid. On n'entend plus parler. Enfin, je veux dire, Inid, c'est un truc de fou aussi. Hein. C'est un truc de fou. Mais c'est pareil, il s'est arrêté là. Et en fait, à chaque fois, on nous met une nouvelle menace, un nouvel adversaire, une nouvelle trame narrative, mais elle se termine jamais. Il y a un moment donné, on va dire, hey, les gars, terminez ce que vous commencez, quoi. Allez jusqu'au bout des choses, et j'ai envie que ça aille là. Mais après, j'ai envie de croire que vraiment les bouquins style Ark of Omen, ça ressemble vraiment plus à ce qu'était Gathering Storm, donc j'ai envie de croire que ce ne sera pas à chaque fois uniquement pour clôturer une version, parce que là, on sait que le rythme, ça va aller très vite. Hein. Dans 3 ans, on aura la V11, hein, peut-être pas avant quand même, mais je pense que le rythme des 3 ans, ça va se garder. Donc dans la V11, ça veut dire qu'on aura un nouvel arc narratif. J'espère qu'entre temps, il sera sorti des choses, enfin on aura eu des choses à se mettre sous la dent niveau lore. Voilà. Bon, c'était une vidéo assez courte, mais qui ne l'était pas du tout. En fait, je vais faire un truc rapide, mais je me suis laissé embarquer comme d'habitude. Mettez-moi en commentaire aussi tout ce que vous en pensez, vos attentes, ce que vous mettez en hypothèse. Et puis, on en reparlera dans Iggy Comeback, certainement. C'est beaucoup plus facile pour moi de discuter en chat avec vous, plutôt que de mettre un commentaire de 45 lignes qui demande une réponse, et ainsi de suite. Voilà. Merci en tout cas d'avoir vu cette vidéo. Merci à tous ceux qui me suivent aussi sur Tipeee. Les gars, sans vous, je ne serais pas là. Merci à tous, pensez à liker, pensez à partager aussi cette vidéo, et à bientôt. Allez, salut à tous.